La 9e leçon porte sur l'évaluation des problèmes du client. Les clients arrivent à beaucoup de problèmes et après l'avoir bien écouté, donc après avoir établi le rapport de travail, la relation thérapeutique, une alliance féconde, solide, vous avez écouté les problèmes du client et vous devez évaluer ces problèmes. Pourquoi? Premièrement, vous devez rassembler toutes les informations que vous avez reçues. Toutes les informations, les rassembler. Et pourquoi? Parce que vous devez commencer à sélectionner ces informations, à les classer, à les structurer plutôt. Pas sélectionner, plutôt les structurer, les classer. Il y a des informations qui sont d'ordre émotionnel, d'autres sont d'ordre comportemental, d'autres sont d'ordre relationnel, personnel, professionnel, etc. Tout ce qu'il vous a apporté comme problème. Et cela vous permet d'avoir la possibilité de poser un vrai diagnostic du problème, de la situation. Cela facilitera aussi le développement d'un plan de traitement, d'un plan de thérapie. Ça vous permet aussi de déterminer le profil de la personne qui vous visite, qui vous consulte. Et ça simplifie la tâche de la fixation des objectifs à atteindre, de la définition des objectifs à atteindre. Alors c'est très important pour vous donc d'enregistrer tout ce qu'il vous dit et de structurer, de classer tout ce qu'il vous dit comme problème selon la catégorie des problèmes, selon leur nature, et sont des problèmes de nature affective, des problèmes de nature familiale, des problèmes de nature personnelle, professionnelle, financière, etc. Et cela se fait juste après l'admission du client et votre premier contact avec. Parce que quand le client arrive, la première étape, c'est l'admission. Il y a une interview qui lui est faite, une interview préliminaire. Et quand vous serez avec le client durant cette interview, vous devez lui dire, écoute, pour cette première séance, j'aimerais que vous puissiez me raconter un peu votre histoire, et qui vous êtes, et ce qui vous amène ici. À vous lui laisser la liberté de se présenter et d'introduire son problème. Qui êtes-vous et qu'est-ce qui vous amène ici? Alors, dans le intake, l'admission, il faudrait que vous connaissiez le nom de la personne, il faudrait que vous connaissiez sa date de naissance, son lieu de naissance, son sexe. Pour le moment, ici où nous travaillons, parfois il y a des gens qui apparaissent comme des hommes, alors ils vont dire je suis une femme. Alors il faut bien demander, prendre soin de demander quel est son sexe. Je m'excuse, c'est sérieux ici. C'est la première fois de ma vie d'entendre que quelqu'un est né sans savoir, quelqu'un est né plutôt, et puis a grandi, puis arrivé jusqu'à 30-40 ans, il ne sait pas encore s'il est une femme ou un homme. C'est à lui de choisir. C'est ce qu'on entend ici. Nous savons que c'est là vraiment une déchéance morale de notre société. Alors, donc, il faut bien présenter, bien écouter son problème, écouter son histoire et écouter ce qui l'amène là. Alors, et c'est important de poser quand même des questions à la personne pour savoir exactement de quoi il parle. Il vous dit un problème, mais quand est-ce que le problème est arrivé? Comment c'est arrivé? Pourquoi c'est arrivé? Avec qui c'est arrivé? Où c'est arrivé? Vous voyez, hein? Qui en était la cause première, etc. Hein? Vous voyez, quand, quoi, pourquoi, comment, qui? C'est des questions presque fermées que vous posez pour avoir des réponses claires et précises, ce qui vous permet de définir le problème, parce que le problème de la définition de la détresse du client est très, très important. Ce problème-là non résolu, eh bien, tout le reste tombe.
Alors, en écoutant son problème, qui, quand, pourquoi, comment, etc., vous saurez si ce problème relève de ses feelings, de son émotion, de ses sentiments, de ses relations affectives, etc. Ou si ce problème, c'est plutôt un problème qui relève de troubles cognitifs, mentaux, ou un problème de troubles comportemental, et vous continuez à faire votre assessment, comme on dit, votre évaluation, c'est peut-être un problème physique, somatique, ou un problème interpersonnel ou professionnel, etc. Vous devez connaître la nature du problème. Vous devez regarder un peu les patterns des événements qui sont produits dans sa vie et des événements qui se produisent presque régulièrement dans une séquence réelle ou qui se sont produits seulement une seule fois. Vous devez voir le pattern. Et il va identifier tel problème me revient toujours dans mon foyer. Tout le temps, quand on a de l'argent, voilà ce qui arrive. Le mari va boire. Ça me dérange. Alors, ces patterns peuvent être analysés. La durée du problème. Vous devez examiner la durée du problème. Vous savez, non seulement les patterns, vous avez, pour bien identifier leurs composantes du problème, quelles sont les composantes du problème, les sentiments, les émotions, les cognitions, les comportements, etc., et les aspects, les dimensions psychosomatiques du problème, tout ça, ça sont les composantes du problème, les collègues, les relations avec la femme, etc., la maison, les enfants, les patterns du problème, comment le problème se produit-il, à quel rythme le problème se produit, revient dans la vie de la personne, parce que c'est un problème de colère, mais quand est-ce elle est en colère, cette personne-là, des crises conjugales, mais quand est-ce que ces crises se produisent? Souvent, c'est à la fin du mois quand le mari a son salaire, il provoque une crise puis il part. La durée du problème, depuis le début du mariage ou après 2 ans après le mariage, etc. La durée du problème, la fréquence du problème, à quelle fréquence le problème se produit-il, depuis quand le problème se pose-t-il, qui sont à la base de ce problème. Est-ce que c'est lui-même, une autre personne, etc., un groupe de gens, une famille, etc. Et puis, vous allez vérifier aussi dans votre évaluation comment les clients gèrent ces problèmes depuis que ces problèmes se posent, jusqu'au jour où il vient vous trouver, pour savoir les habiletés à gérer les problèmes, ce qu'on appelle le coping skills en anglais. Et c'est là que vous allez mesurer les forces et les faiblesses du client, ses ressources personnelles pour résister aux problèmes et comment gérer des problèmes. Parce qu'il y a des problèmes parfois qui ne se résoudront jamais. Alors comment faire pour passer à travers? Et comment, là vous allez évaluer aussi quels sont les moyens qui sont à votre disposition pour aider les clients à gérer ces problèmes, à résoudre ces problèmes, à se débarrasser de ces problèmes. Et est-ce que ce problème a des rapports avec sa façon de voir les choses? Est-ce que ce client vient d'une vision du monde qui fait que ce problème est lié? Par exemple, quelqu'un qui vient d'une vision homosexuelle du monde, quelqu'un qui vient d'une vision hétérosexuelle du monde, quelqu'un qui vient d'une vision transgénique du monde. Voyez-vous, il y a beaucoup de visions du monde. Si ce problème se pose dans sa vision, il est très difficile de l'aider à résoudre ce problème en dehors de sa vision du monde. Vous voyez, alors il faut des techniques, des stratégies, de nature cognitive, des stratégies de nature affective, comportementale qu'il faut mettre en jeu pour parvenir à aider la personne à cheminer, si la personne veut bien cheminer, résoudre son problème. Finalement, définir le problème, c'est en quelque sorte mettre le doigt sur la détresse même du client. Vous voyez, identifier la détresse du client. Et cette détresse, beaucoup de ces détresses sont déjà bien définies dans ces manuels qu'on appelle les DSM 4.
les diagnostics des maladies mentales plutôt, les diagnostics de maladies mentales que nous utilisons ici en Amérique du Nord. Parce que même quelqu'un qui vit avec l'anxiété, avec des angoisses, avec des troubles de sommeil, etc., ou des addictions, ce sont des maladies mentales qu'on a déjà classées et vous pouvez regarder les différents symptômes de ces maladies et facilement, grâce à votre psychopathologie, parvenir à identifier et diagnostiquer ce qui se passe, ce qui fait souffrir votre client. C'est très difficile de faire cette évaluation clinique avec les enfants. Et c'est très important pour vous d'avoir un spécialiste en psychologie des enfants qui est capable de les écouter, de cheminer avec eux pour mieux les saisir. C'est important de connaître l'environnement de l'enfant, l'environnement dans lequel il vit, les croyances qui sont dans cet environnement, surtout en Afrique, n'est-ce pas, et la situation socio-économique de cet environnement, etc., la situation conjugale, familiale de l'environnement. C'est pourquoi je préfère beaucoup, et nous verrons cela dans un autre cours, l'approche systémique qui nous permet de mettre l'enfant dans son contexte familial. Et d'ailleurs, quand nous parlerons de la sorcellerie, la cure d'âme de sorcellerie avec le docteur Massamba, nous verrons comment l'approche systémique est très efficace. Il y a aussi l'évaluation clinique de couple. Quand le couple vous arrive avec leurs problèmes, nous, depuis au moins 1 an, on n'est jamais ensemble. On ne dort plus ensemble. Et voilà le problème. Puis comment vous allez aborder? Commence par ça. Et le couple là, nous voulons trouver une solution à notre problème. Comment évaluer ces problèmes? Depuis quand vous ne dormez plus 1 an? Pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Sentez-vous libre de dire. Il ne faut pas commenter. Il faut commencer par dire ce que Dieu a uni, personne ne peut vous séparer. Votre corps ne vous appartient pas selon la Bible. Non, non, non. Écoutez-les d'abord. Vous n'êtes pas sur la chair en train de prêcher. Vous êtes en relation thérapeutique avec un homme et une femme qui sont en détresse. Il faut les écouter. Il ne faut pas soigner la plaie avant d'avoir bien lavé la plaie. Mais pour laver la plaie, il faut enlever toute la saleté qui se trouve sur la plaie. Alors, il faut bien regarder la saleté qui se trouve sur la plaie pour bien la soigner. Alors, donc, il faut bien écouter le couple. Pour le couple, on dit toujours chez nous, on ne peut pas manger un cochon qui n'a qu'une seule oreille. Il faut toujours écouter les deux personnes. Et c'est très important d'écouter. Si c'est le mari seul qui arrive, comme j'ai ici un cas d'une femme qui est arrivée, qui voulait divorcer avec son mari et qui veut bien le counseling, elle a 2 enfants, mais son mari ne veut pas venir en counseling. C'est très difficile. Puis le counselor a commencé à écouter, a vu que le mari était au cœur du problème, c'est lui qui était accusé par la femme. Il dit, est-ce qu'on peut avoir les enfants? Les enfants sont arrivés. Un a donné raison à maman, l'autre a donné raison au papa. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attendre jusqu'à ce que le papa va accepter de venir. Et puis, finalement, peut-être que le cheminement va se poursuivre et bien se dérouler. Donc, il faut utiliser toutes les sources d'informations que le client vous apporte pour bien comprendre le problème et l'aider. L'essentiel est de connaître la nature du problème. Si vous connaissez déjà la nature du problème, que ce problème est un problème vraiment affectif, que ces gens-là ne sont pas au lit parce qu'il y a un problème, par exemple, d'infidélité, ou il y a un problème d'insatisfaction, etc. Vous arrivez à diagnostiquer, n'est-ce pas, la cause du problème. Et à ce moment-là, vous avez déjà 50% de la solution au problème. Donc, c'est important que quand vous commencez l'interview, vos oreilles puissent être bien ouvertes pour saisir le début de l'interview joue un grand rôle. Et quand vous commencez à parler avec lui, la première question c'est, de quoi voulez-vous parler? Vous êtes là pourquoi, s'il vous plaît? Sentez-vous libre. Dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que vous voulez apporter dans ces counseling? C'est la personne qui vient vous trouver qui a à dire, ce n'est pas vous. Et pendant qu'il
parle, vous l'encouragez. Vous l'encouragez pour élaborer. Continue, oui, oui, c'était comme ça, oui. Waouh, tu as tant souffert. Et tu écoutes, tu connais à écouter. Et parfois, quand tu as besoin d'exemples ou d'illustrations ou de précision, vous posez la question avec respect, toujours, pour motiver la personne à connaître, exposer ce qu'elle dit. Les questions que vous posez peuvent être des questions ouvertes, à la fois ouvertes et fermées. Comme par exemple, de quoi voudrez-vous qu'on parle aujourd'hui? Question ouverte et fermée. Qu'est-ce qui vous arrive quand vous perdez le contrôle ou quand vous êtes en colère? Question ouverte et fermée. D'autres questions que peuvent être fermées. Êtes-vous en train de prendre des médicaments? Êtes-vous malade? Voyez-vous? Des questions fermées. Il y a des questions ouvertes, des questions à la fois ouvertes et fermées, des questions fermées. Il y a aussi des phrases qui confirment. Par exemple, est-ce que ton mari te bat souvent? Oui, il me bat souvent. Vous avez confirmé quelque chose. Vous voyez? Est-ce qu'il vous a déjà menacé, n'est-ce pas, de vous tuer? Oui, il m'a déjà menacé de vous tuer. Alors, quand il y a un tel danger, souvent ici, chez nous au Canada, si un mari a menacé quelqu'un, sa femme, de mort, eh bien, on l'amène à la police. On l'amène à la police. C'est très important parce qu'on ne peut pas laisser exposer une vie humaine au danger. C'est l'évaluation avec le client même peut amener le client à comprendre le besoin du traitement, le besoin de counseling. Ça peut déjà le mettre à l'aise, votre façon d'évaluer son problème. Vous voyez? Quand vous lui posez des questions pour évaluer son problème, il se sent comme pris en charge. L'individu se sent pris en charge. Moins anxieuse, moins angoissée, moins anxieux. Donc cette évaluation peut bien se faire avec les clients. Et c'est très important d'écouter son histoire jusqu'au bout et à partir de l'écoute de son histoire, ensemble vous pouvez diagnostiquer son problème, la nature de son problème. Et à la fin, vous arrivez à la conclusion que ce problème est de telle nature. Là, c'est vraiment la vraie évaluation. Il a un problème cognitif. Il a vraiment un problème de trouble comportemental. Son problème est vraiment émotif. Il a un problème d'argent, c'est un problème économique, un problème de travail. Alors, c'est très important de tenir compte de tous les événements qui entourent ces problèmes-là, de l'intensité, de la gravité du problème et des capacités qu'a l'individu de gérer. Parce qu'il y a des individus, par exemple, qui ne peuvent plus gérer le problème. C'est pourquoi ici on les met sous médicaments. Les individus qui ne peuvent plus gérer la peur, l'angoisse, etc., on les met sous médicaments ici. Il y a l'intégration de tous les éléments du problème qui vous permet, parfois vous allez voir les éléments cognitifs, les éléments comportementaux, les éléments relationnels, etc. Puis le problème sort comme un problème vraiment des relations interpersonnelles. Après avoir intégré tous les problèmes ensemble dans votre analyse, vous constatez qu'en fait, le problème peut être défini comme un problème comportemental. Vous pouvez aussi arriver à dire non, c'est un problème multidimensionnel. Un problème qui provoque des comportements étranges chez mon client et dans son environnement. Un problème qui aussi est activé et allumé par des raisonnements, des pensées étranges et qui aussi engendre de pensées assez étranges quand même. Nous devons traiter un peu ce problème-là. Il est à la fois
cognitif, comportemental et émotionnel. Donc un problème peut aussi être aussi complexe que ça. Alors, il faut essayer de clarifier avec votre client toutes les questions concernant ce problème. Et ces clarifications se font par un dialogue qui se maintient entre vous et les clients. Et c'est en clarifiant les problèmes, en revenant au client, après que tu l'aies écouté, évalué les problèmes, tu reviens au client et en revenant auprès des clients, le client va encore dire ça c'est bon, ça non, c'est pas ce que je voulais dire. Et ça oui, oh oui, c'est un problème. J'ai vraiment une mauvaise relation avec mon père. Oh non, j'ai été violé à tel âge. C'est pourquoi j'ai tel problème. Le client lui-même vient avec ce problème. Souvent, je suis frigide au lit parce que j'étais violé, mais mon mari ne le sait pas et je n'ai pas voulu le lui dire. Et ça, il le dit. Et là, quand il dit, ah oui, il y avait un problème de traumatisme sexuel infantile et qui a des conséquences dans son mariage. Et là, vous avez comme une lumière et vous savez comment aider le couple à retrouver une bonne relation. Voilà donc un peu l'évaluation du problème qui va vous amener à diagnostiquer la nature du problème. Dire clairement, c'est un problème affectif, c'est un problème émotionnel, c'est un problème cognitif, c'est un problème comportemental, relationnel ou professionnel ou interpersonnel, même politique, si vous voulez. Tout dépend du contexte dans lequel le problème se pose et à la fois de sa couleur et de sa nature. Voilà donc. Et maintenant, vous pouvez être à deux et vous poser des questions après avoir écouté les problèmes de l'autre. Vous lui posez des questions précises concernant son problème. Quand est-ce que ce problème a commencé? Comment ça a commencé? Qui a été à la base de ce problème? Et quelles sont les conséquences que votre client subit à cause de cette situation, de ces problèmes? Et puis à la fin, dites de quelle nature est ce problème. Voilà. Dites de quelle nature est ce problème. Est-ce un problème de nature cognitive, de nature comportementale, de nature sentimentale, affective, émotionnelle, Est-ce un problème relationnel, personnel, interpersonnel, etc. Et envoyez-moi vos conclusions. Je me ferai le plaisir de vous connaître davantage en lisant vos analyses thérapeutiques.